En 2023, une policière de la SQ avait été assassinée, tu t'en rappelles, Karima, Maureen Brault, lors d'une intervention en lien avec un enjeu de santé mentale. En gros, c'est un voisin qui avait appelé, avait dit « Mon voisin il est en train de faire une crise ». La policière s'était présentée et elle avait été assassinée par l'homme en question. Et ensuite, on s'était rendu compte qu'il y avait eu un rapport du coroner que la famille avait informé les autorités, avait signalé des comportements de cet homme-là dans les jours qui avaient précédé. C'est dans ce contexte-là que la loi 23 a été adoptée dans les derniers jours. On peut maintenant contraindre à des soins des proches en crise de santé mentale. On va en parler avec le psychiatre Dr Gilles Chamberlain de l'Institut Philippe Pinel. Bonjour. Bonjour. Rappelez-nous ce que c'était qu'avant le projet de loi. On parlait il fallait qu'il y ait un danger grave et immédiat là, pour contraindre quelqu'un à aller dans une institution. C'était quoi ce grave et immédiat? Oui. Le problème, c'est qu'avant, on pouvait pratiquement pas faire de prévention. Il fallait que le danger soit là, puis il fallait qu'il soit grave, puis il fallait qu'il soit immédiat. Donc, quelqu'un qui est en haut d'un pont, qui menace de se jeter en bas du pont, c'était clair que on l'avait. Ouais. Mais sinon, c'est à peu près impossible de faire de la prévention parce qu'il fallait que le danger soit là. Si le danger est pas là, mais il est tout à fait prévisible, on sait que ça s'en vient, mais c'est pas encore le cas. Les exemples sont extrêmement nombreux de familles qui demandaient de l'aide en disant c'est très, très, très inquiétant ce qui se passe là. On a des menaces, la personne se dégrade, elle parle tout seule, ça va mal finir. On pouvait rien faire à moins d'aller devant un juge. En fait, ce qu'on a pris, c'est que le critère qu'on avait mis pour aller devant un juge, où on enlevait le immédiat, on pouvait faire de la prévention. On a maintenant donné cette possibilité-là aux agents de la paix de l'appliquer. S'il y a un danger, et encore là, on respecte les droits et libertés. Là, ceux qui ont des craintes, là, tout ce qu'on fait, c'est qu'on amène la personne pour qu'elle soit évaluée. Et là, on va évaluer si le danger est vraiment sérieux. Puis si le danger est vraiment sérieux, là, on va pouvoir la garder. On ne pourra même pas la traiter contre son gré. On va pouvoir la garder, continuer à l'évaluer. Et si elle a besoin d'être traitée, là, on va faire une autre demande pour aller la traiter. Donc, on est très loin de brimer la liberté des individus. Ça rend plus facile l'évaluation pour voir si on doit la garder un peu plus longtemps puis qu'est-ce qu'on doit faire. Mm-hmm. Et pour les familles, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire aussi, là, si, par exemple, je sais pas, moi, il y a une famille qui se rend compte que son enfant, peut-être pas un enfant, mais par exemple, un jeune adulte, là, il a près de 18 ans, donc il est adulte, il est dans un comportement, là, il est en crise, mais il dit non, je vais bien, il y a des enjeux de santé mentale, il n'est pas question que j'aille me faire soigner ou même me faire évaluer, parce que là, vous avez mentionné l'idée de se faire évaluer plus facilement. C'est quoi les recours pour ces familles-là quand ils voient que leur enfant est en crise et qu'ils aimeraient intervenir? Bien, justement, là, on va pouvoir appeler des agents de la paix qui peuvent être accompagnés par des personnes spécialisées aussi qui vont se rendre sur place, mais même si c'est juste un agent de la paix, il y a ce pouvoir-là. Il y a maintenant le pouvoir d'amener la personne à l'urgence pour qu'on l'évalue de façon plus approfondie. Ce qu'on perd en gain de liberté, c'est que la personne va être amenée à l'hôpital, va être évaluée. Au maximum, elle va perdre, disons, une demi-journée. Et si on s'aperçoit qu'elle n'est pas dangereuse, on va la laisser repartir. Si on s'aperçoit qu'elle est dangereuse, on va pousser les évaluations plus loin, puis on va aussi évaluer la nécessité de la traiter contre son gré, si elle est tout à fait inapte à consentir. Donc, en termes de perte de liberté, la personne peut peut-être faire face à être évaluée, à amener à l'hôpital, à être évaluée, mais versus ce qu'on va prévenir pour les individus eux-mêmes, ceux qui sont en train de s'enfoncer, c'est pas juste les gens autour qu'on veut protéger aussi, c'est la personne elle-même qui s'enfonce dans la psychose. Et si on attend toujours qu'elle soit dangereuse avant de la traiter, souvent, ça peut laisser des séquelles. Question peut-être un peu bête, là, mais qui peut signaler quand on dit des proches? Est-ce que c'est la famille forcément? C'est-tu un voisin? Puis si c'est n'importe qui, est-ce qu'il faut que la personne soit inscrite sur une liste dite de proches? Pas du tout. Théoriquement, ça peut être n'importe qui. Vous voyez quelqu'un sur la rue qui a l'air vraiment en détresse, qui est vraiment dangereux pour lui-même ou pour autrui, parce que faut pas oublier que ça s'applique aussi à la personne elle-même. Quelqu'un qui est très à risque de se suicider, les proches sont extrêmement inquiets. On peut utiliser aussi cette loi-là pour protéger les individus, même si le danger n'est pas face à autrui. Mm-hmm. Et quand vous dites là qu'il y a un agent de la paix qui peut arriver à ce moment-là, donc la personne en crise, elle peut être amenée de force, là. Exactement. C'est sûr que c'est là que ça frappe l'imaginaire un peu, qu'on prend quelqu'un de force. Mais on a quand même la notion de danger. Il faut que la personne
qui l'évalue, l'agent de la paix qui évalue à ce moment-là, considère que cette personne-là présente un danger. C'est quand même un gros critère. On attend quand même qu'il y ait minimalement un danger avant d'intervenir contre le gré de la personne. Avant ça, on exigeait un danger grave et immédiat. Et c'est là que c'était impossible de faire de la prévention et on assistait on en avait quand même beaucoup, là. Puis ce qu'on avait qui ressortait dans les médias, c'était la pointe de l'iceberg. Toutes les familles qui étaient désespérées parce qu'ils ne pouvaient pas rien faire, ils attendaient qu'un événement se passe avant de pouvoir faire traiter leur fils, leur frère. Là, on peut faire un peu de prévention. Qu'est-ce qui se passe au Québec, Dr Gilles Chamberlain? On parle beaucoup de santé mentale. Peut-être qu'on n'en parle pas assez pour vous ou pour d'autres personnes, mais je pense que quand même, on en parle plus qu'avant. Et pourtant, je n'ai pas l'impression que ça s'améliore vraiment, l'état de santé des gens, au contraire. Mais c'est sûr que on prendrait plus de moyens. Il n'y a pas une spécialité en médecine qui vous dira pas qui prendrait un peu plus de sous pour aider à traiter leur spécialité. Et c'est sûr qu'en psychiatrie aussi, il y a des facteurs qui jouent. Le rythme de vie de plus en plus effréné, les médias sociaux où les gens se comparent, le stress augmente de partout, l'accessibilité des drogues qu'on minimise beaucoup. Ils s'inventent des nouvelles drogues tout le temps. Le cannabis, on est en train de réaliser que c'est pas une drogue si douce que ça. Pour certaines personnes, ça peut carrément créer des schizophrénies. Fait que c'est sûr que la société évolue aussi, devient plus stressante. On n'est pas surpris que les gens ont des exigences par rapport à eux-mêmes aussi de performance de plus en plus. Je reviens aux réseaux sociaux. Le stress augmente. C'est sûr que des problèmes de santé dus au stress, à l'anxiété, à la dépression, on en a plus qu'avant, et à la psychose aussi à cause des drogues. Mm-hmm. Et parmi les critères, donc là, exemple, on se retrouve dans une situation d'intervention, la famille ou quelqu'un dans la rue, quelqu'un a vu une personne qui semble un peu en détresse. Quels sont les critères quand l'agent de la paix va arriver pour évaluer que, OK, là, on l'amène de force? C'est pas encore très défini. C'est une nouvelle loi. Évidemment, il n'y a pas de jurisprudence sur ça. Mais on reste avec le critère du danger quand même. Ça prend quand même un danger. Donc, si la personne ne présente pas un danger que l'agent de la paix va évaluer comme le moindrement sérieux, l'agent de la paix n'interviendra pas. Il faut se souvenir que les policiers sont hésitants à intervenir dans des genres de cas comme ça. Ça souvent, dans le cas qui a amené cette loi-là, ça a très mal tourné pour la policière, mais des fois, ça tourne très mal aussi pour la personne sur qui ils interviennent. Donc, ils sont très hésitants à intervenir. Fait que je pense pas que ça va créer là une escalade d'intervention. Ça va rester minime, mais au moins, ça nous permet de faire de la prévention. Le profil de ces gens qui vont être aidés, moi, je pense que c'est ça la lecture qu'il faut faire de ce projet de loi-là, mais le profil de ces gens-là qui ont des problèmes de santé mentale, est-ce qu'il change avec les années, M. Chamberlain? Pas tant que ça. Pas tant que ça. Les cas les plus difficiles, effectivement, c'est les gens qui sont suicidaires, qui sont dangereux pour eux-mêmes, puis qui n'en parlent pas. La famille est inquiète, le voit. Ça va être difficile d'intervenir un peu plus sur ces gens-là parce qu'on demande quand même un danger. Ça ne veut pas dire que la personne qui parle tout seul sur la rue puis qui a l'air fâché va se faire amener, pas du tout. Ça prend un danger. Mais je pense que ceux qu'on vient de cibler, c'est ceux effectivement qui s'enfoncent dans la psychose, qui sont incapables de demander de l'aide pour eux-mêmes et qu'on voit qu'ils se retirent, qu'ils s'isolent. Et qui en demanderont pas de l'aide. Donc, ça s'en va vers une catastrophe. Si on ne fait pas quelque chose, on est mieux d'agir avant que la catastrophe arrive. Mm-hmm. Et comment ça se passe? Parce qu'on le voit des fois pour des personnes qui sont atteintes de maladies mentales ou enfin d'enjeux de santé mentale, il y a une forme de déni qui peut être aussi liée à leur maladie. Donc, la famille, par exemple, va appeler pour une intervention, puis la personne qui est malade dit non, moi, je vais très bien, je ne prends pas de médicaments et tout ça, mais il y a quand même cette inquiétude. Comment on fait à ce moment-là pour intervenir dans ces moments-là? C'est effectivement très difficile. Vous venez de soulever le problème. Dans n'importe quelle autre branche de la médecine, plus les gens sont souffrants, plus ils réclament des soins. En psychiatrie, il y a plusieurs maladies où plus on est souffrant, moins on réalise qu'on a une maladie, donc moins on va le demander. Donc, c'est assez particulier. Donc, ces gens-là ne le demanderont pas. Ces gens-là vont penser que c'est eux qui sont dans la réalité. Ces gens-là vont se dire, par exemple, quelqu'un qui devient paranoïde, qui est convaincu que les gens autour lui veulent du mal, va être convaincu que c'est réel.
Le délire va même englober le fait d'aller à l'hôpital. Ils vont voir des complots dans ça. Ils vont voir, donc, plus la maladie va progresser, moins ils vont vouloir, parce que plus ils vont être convaincus que les gens, surtout si c'est paranoïde, que les gens sont contre eux. Donc, il faut intervenir à un moment donné, puis c'est sûr que si on intervient, les gens ne seront pas d'accord. Il y a même des gens qui vont être convaincus qu'on les amène pas à l'hôpital, qu'on les amène ailleurs, qu'on va leur faire un mauvais parti. C'est ceux qui vont réagir. Mais plus on va attendre, pire ça va être de toute façon pour ces cas-là. Oui, ben c'est toute la question, M. Chamberlain, puis on va se laisser là-dessus, du droit versus la sécurité, parce qu'on en parlait la semaine dernière. Merci beaucoup, M. Chamberlain. On en parlait avec Karima la semaine dernière. Merci beaucoup. Avec François Fournier, la question du droit versus la sécurité. C'est-à-dire, on a des gens qui nous disent, mais moi, j'ai le droit de savoir ce qui est bon pour moi, alors que dans les faits, ça affecte peut-être la sécurité du collectif. Et pendant longtemps, on a joué dans ce film-là au Québec. Oui, on s'est dit, tu sais, ben oui, il y a l'individu est roi, l'individu est maître de sa destinée, l'individu sait ce qui est le mieux pour lui. Non, mais l'individu en question, il y a des problèmes de santé mentale. Oui, mais tu peux aussi te mettre dans l'idée, me semble, Rémi, que c'est parce qu'il y a eu des abus. Il y a des gens qui ont été traumatisés. Puis je pense même collectivement, on a comme des images là, qui nous semblent très effrayantes et qui le sont, ces images-là, là, des internements forcés. Tu penses, il y a des figures, là, évidemment, j'allais dire populaires, célèbres, qui avaient été hospitalisées, internées, de Alice Robbie. Tout ce mouvement qui a mené justement à ces désinstitutionnalisation. C'est dur à dire, je l'ai dit, désinstitutionnalisation. Yes, un morceau de robot. Donc, mais c'est ça. Donc, il y a eu des abus, mais après, on est allé complètement dans l'autre sens. Absolument. Et on s'est retrouvés, tu sais, des fois, on va dire, tu te promènes dans le métro, puis tu as l'impression d'être dans un asile à ciel ouvert. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui souffrent, qui ont des problèmes de santé mentale, qui se retrouvent aussi à la rue. Et ça, c'est comme, on est allé dans une direction extrême à une autre aussi. On essaie de rééquilibrer ça un peu aujourd'hui, j'imagine, avec cette loi, mais faut être vigilant aussi, tu sais. Là, je rappelle la question du jour parce que les réponses sont rentrées pas mal. 187 Cube Radio. Montréal est-elle foutue? Et là, je sens qu'on va démarrer mal la semaine si j'ajoute pas un alinéa, option B. Je répète, s'il y a quelque chose de sublime à Montréal, quelque chose qui vaut encore le détour, un parfum, un accent, quelque chose à Montréal qui fait « Montréal est unique au monde », dites-le moi. J'ai oublié. T'as l'air découragé. Non, T'es comme toi qui aimais tellement ta ville. C'est un petit peu de ma faute. C'est-à-dire que moi, je fais un constat qui est dur, mais il m'arrive d'être grognon. Dur? Je veux dire, je parle... vraiment... non, mais le constat est dur. Oui, il est dur. Celui que tu fais, celui que je fais. Montréal a... Tu sais, je veux dire, Montréal fait dur. Donc, le constat est dur, mais il y a toutes des affaires qui pourraient nous redonner le goût de sourire. On va en parler tout au long de l'émission. S'il vous plaît, j'ai besoin de vous. Montréal